Park 3, enfin qui est un film au passage donc sur lequel on va venir, qui est un film qui est relativement attachant, hein, qui est pas non plus un mauvais film, mais qui est très 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 loin de la qualité de Ce Monde Perdu, qu'on vient quand même de légèrement, pas plus que légèrement, qu'on a pas mal nuancé quand même. C'est beaucoup plus difficile d'être nuancé sur Jurassic Park 3. Alors pour rapidement quand même l'inclure un petit peu dans la saga, donc on perd Spielberg, c'est important. Spielberg devait réaliser dans un premier temps hein, le 3, mais il a abandonné. Il y avait plein d'histoires, il me semble, tu repréciseras ça sur l'idée d'un virus, notamment que véhicurait les dinosaures, qui est dans les premiers scénarios, il me semble. Alors, oui, vas-y, je te laisse finir, je te répondrai par rapport au virus. D'accord. Et donc pour le coup, voilà, dans la foulée, c'est juste pour introduire la chose. C'est réalisé par la suite puisque Spielberg va quitter le projet. Ça va être réalisé donc par Joe Johnston, que vous connaissez au moins pour Jumanji, mais pour aussi Chérie, j'ai rétréci les gosses. Et qui est finalement un habitué des films à problème, hein, puisqu'il réalisera quelques années plus tard peut-être son plus gros échec en termes de complexité, qui est vraiment un film malade et un film qui a accouché dans la souffrance, qui est Wolfman, également, qui a une adaptation de film qui est assez chouette, moi je trouve, mais là n'est pas la question. On est aussi sur un film avec Jurassic Park 3 à problème, puisque Joe Johnston a failli quitter le tournage à un moment donné, le scénario a été réécrit au fur et à mesure, on raconte pas mal de soucis. Alors, vous avez des acteurs intéressants, des gens comme on récupère donc Alan Grant avec Sam Neill, William H. Macy qui est un acteur brillant qu'on a vu notamment chez les Coen, notamment dans Fargo, qui sont des acteurs brillants pour la plupart, mais qui se retrouvent dans une sorte de flou artistique colossal. William H. Macy a participé à l'écriture au fur et à mesure qui se faisait quasiment de son propre personnage, parce qu'en plus les acteurs expliquent aussi qu'ils avaient très très peu d'indications sur il y a pas de direction d'acteur quasiment, et que c'est Sam Neill qui aidait dans la caravane à saisir les personnages et ce qu'ils pouvaient en faire. Donc c'est un film qui est très compliqué, qui a eu des gros soucis. Rapidement pour juste le contextualiser, on va suivre, donc on va retrouver Alan Grant quand même et Ellie Sattler, qu'on va retrouver l'espace de quelques séquences. Alors ils ne sont plus ensemble justement, ce qui va couper un petit peu avec le côté avec ce qui a été préparé, ou en tout cas le build-up qu'il y avait dans le premier. Et c'est surtout, encore une fois, je te laisse finir après, mais j'ai deux parenthèses par rapport, du coup, au virus et par rapport à Ellie et Alan. C'est que je pense que c'est pas simplement du rétropédalage, c'est carrément une réinterprétation de ce qu'on pouvait voir dans le premier. J'y reviendrai. Mais c'est intéressant parce que pour le coup, je trouve, moi, on y reviendra après justement par le biais de ce que tu vas dire, mais moi je trouve que ça fait partie de ces choses intéressantes dans le film. Ça fait partie pour moi des pistes qu'il explore qui sont pas inintéressantes pour le coup, sur la relation entre Ellie Sattler et Alan Grant. Alors ça donne des trucs qui sont assez grotesques, notamment sur le final, mais je trouve que l'idée qui est posée, la piste qui est engagée est pas inintéressante au début. Et donc on va venir chercher Alan Grant, on va venir le rechercher pour qu'il vienne sur l'île, puisqu'on a un couple, alors qui au début est considéré de riches entrepreneurs, qui ont perdu leur fils lors d'un voyage avec leur alors je ne sais plus quel son oncle, il me semble, c'est son beau-père. Pardon. En gros, les deux en fait, Paul et Amanda sont séparés. Enfin, ils font croire qu'ils sont en couple, mais en fait, ils sont séparés. Et du coup, Ben Hildebrand, c'est comme ça qu'il s'appelle, est en fait le nouveau mec de Amanda. En fait. Tout à fait. Et ce qui va faire écho d'ailleurs au couple aussi, Alan Grant et Ellie Sattler en opposition, ce qui est encore une fois pas inintéressant non plus. Et donc ils vont aller chercher, donc ils vont partir à la recherche pour pouvoir récupérer ce petit garçon s'il est vivant, et le nouveau conjoint de la femme. Donc ce qui est problématique, je vais juste te faire un petit topo rapide et après je vais te laisser partir dessus. Moi, c'est un film sur lequel pour lequel je suis attaché, en fait. J'ai un attachement. Je l'ai vu au cinéma à l'époque et je trouve qu'il y a quelque chose d'attachant dans le film. Joe Johnston n'est pas un mauvais metteur en scène, sauf que, fondamentalement, je pense, eu égard à la complexité du projet, il fait tous les mauvais choix possibles et imaginables et c'est terrifiant à regarder. En même temps, c'est surtout qu'il a pas été aidé par le tournage, quoi. Enfin, bien sûr. Encore une fois, on peut remettre en question le fait qu'il avait pas de vision d'auteur en arrivant sur le projet, ce qui est quand même assez triste, sachant qu'au départ, il voulait le réaliser. Enfin, j'y reviendrai, je te laisserai finir d'abord, mais à la base il tenait vraiment à faire ce film, mais il est venu sans réelle vision de son œuvre, et du coup, comme en plus eux-mêmes, les scénaristes, les producteurs, enfin, toute l'équipe ne savait pas vers quoi se diriger la saga, lié au fait que Crichton a littéralement coupé les ponts avec le tournage, parce que il a vu, je pense, de lui-même ce qu'ils ont foutu avec le deuxième par rapport à son livre. Quand ils ont eu le culot de lui demander d'écrire un troisième, je pense qu'il aura gentiment dit d'aller se faire foutre. Et David Coeb est parti aussi, d'ailleurs, au passage, son père aussi. Et David Coeb qui ne revient pas non plus, ce qui est encore une fois une baisse de qualité, parce que, encore une fois, malgré tous les problèmes que j'ai pu soulever par rapport à l'écriture de Coeb dans le 2, ça restait quand même très efficace.
Et là, dans le troisième, bah, tu sens qu'ils sont 10 à écrire le scénario et qu'ils savent pas où ils vont, en fait. Et c'est un film, en plus, qui est problématique en termes de temporalité. Il y a plein de choses, hein. Le film ne dure qu'1 heure et demie, ce qui est très problématique. Il dure 1 heure et demie, mais on a l'impression qu'il en dure 2 parce qu'il y a un gros souci de rythme dans le film. Les scènes s'enchaînent sans vraiment beaucoup de sens. On parlait de la musique sur Le Monde Perdu tout à l'heure. La musique, c'est plus, il y a des reprises, évidemment, du score d'origine, mais là pour le coup c'est une sorte de marasme musical. C'est fou. Quand je l'ai revu l'autre fois, la musique elle est constante, il y a pas quasiment pas d'arrêt de musique, mais c'est une sorte de maelstrom de trucs qui a pas de sens et c'est une sorte de boulga sonore qui est insupportable à écouter, avec cette tristesse d'entendre la musique, le score de base qui est noyé dans ce truc dégueulasse. C'est honteux, c'est terrible. C'est surtout Don Davis, du coup le compositeur qui est celui qui a composé pour les Matrix. En fait, il a dit, je ne savais pas, comme le film, il savait même pas de quoi il parlait. Du coup, il a fait une expérimentation de je ne sais quoi dans le film qui peut donner un style particulier au film. Moi, je suis pas contre les films qui auront des styles musicaux un petit peu ambigus et tout ça. Enfin, on parlait en off et même on s'est connu sur les commentaires de Massacre à la tronçonneuse. Prend la musique de ce film, enfin la musique entre gros guillemets, c'est aussi un truc complètement aléatoire, expérimental et tout, mais c'est dans la cohérence du propos de l'œuvre et ça donne vraiment une ambiance particulière à l'œuvre. Là, pour Jurassic Park 3, ça donne c'est un truc où tu sens qu'il enchaîne les notes mais sans aucune cohérence pour essayer d'apporter de la dynamique au film, mais ça ne marche pas, quoi. La musique déjà extérieur, enfin quand tu l'écoutes individuellement, ça ne marche pas vraiment, et au sein du film, elle est transparente parce qu'en fait c'est un gros boulga de tout, et ça donne pas d'identité à l'œuvre en fait. Et puis comme l'œuvre est fondamentalement extrêmement molle, c'est-à-dire que dans celui-là, j'ai jamais vu les animatroniques aussi mous. Mention spéciale au Spinosaur qui je trouve est d'une tristesse visuellement. Alors en plus d'avoir, parce qu'il y a un problème quand même, on est plutôt positif avec Joe Johnston, mais Joe Johnston n'est pas Spielberg, et ça se voit, c'est-à-dire qu'il y a un gros problème de mise à l'échelle, c'est-à-dire que il est cadre, c'est des cadres poitrine en fait, les dinosaures la plupart du temps ils sont cadrés à la poitrine, ce qui est au poitrail, je ne sais pas comment on dit pour un animal, mais ce sont des cadres assez qui sont jamais remis en perspective. La baston, parce que c'est cette idée là aussi de supprimer, de changer, qui aurait pu être une chose intéressante, puisqu'ils ont demandé, c'est à James Horner, il me semble qu'ils ont demandé pour le Spinosaur de trouver un autre dinosaure. Jack Horner, tu veux dire? Jack Horner, pardon, James Horner, excuse-moi. Jack Horner James Horner, c'est un compositeur, si je dis pas de bêtises. Voilà, oui, tu as raison, c'est moi, excuse-moi. Oui. Ma langue a fourché. Et on lui a, il leur a conseillé le Spinosaur, qui est au demeurant intéressant visuellement, qui ramène à tout ce truc-là sur Peter Pan aussi, que je trouve intéressant, qui ramène à Spielberg avec l'idée qu'il a avalé le téléphone portable, et ça fait le même effet que la montre du capitaine grossier quand même. Hein. C'est très grossier, on est d'accord. Mais je trouve que c'est pas inintéressant, sauf que le Spinosaur, dès qu'il entre en scène, parce que ça pourrait être grossier, mais bien mis en scène, c'est-à-dire que le Spinosaur pourrait avoir une certaine emphase, une certaine une prestance, sauf qu'il en a pas en fait. Et je trouve que la baston avec le T-Rex, elle est rythmée extrêmement mal, elle est très courte, et là où le T-Rex était un mythe, là il y a une manière de détruire ce mythe qui est assez ridicule, parce que le Spinosaur ne fait jamais le poids par rapport au T-Rex, parce que non seulement les effets spéciaux fonctionnent beaucoup moins bien, l'animatronique est beaucoup moins bien foutue, et c'est triste en fait. Il y a une sorte de déstructuration de la chose, c'est-à-dire que je pense pas que ce soit volontaire de la part de Joe Johnston, mais il y a une manière de vouloir partir sur autre chose, essayer de casser ce qui précède pour essayer de partir sur un autre truc, parce que effectivement c'est compliqué de rivaliser quand même avec les deux premiers. Mais le problème c'est que là où il voulait repartir sur autre chose, en fait ça dévie complètement le truc et on part complètement en vrille. Il y a plein de choses même sur les couleurs, le travail des plumes, notamment sur les raptors, pour pouvoir renforcer cette idée du lien avec l'Archéoptérix, donc avec le chaînon manquant entre le dinosaure et l'oiseau, mais qui est visuellement assez grotesque aussi. Donc il y a plein de choix en fait comme ça que je trouve qui sont pas inintéressants sur le papier. Le Spinosaur n'est pas un mauvais choix, le travail sur les couleurs des dinosaures, sur les plumes, etc. sont pas inintéressantes non plus. Enfin sur la manière dont on va travailler beaucoup sur la forme, on va dire oiseau des dinosaures. Sauf que tous ces choix intéressants, mis bout à bout, sont très très mal travaillés et très très mal exploités. Et ça donne une sorte de film complètement branque, plutôt rigolo parfois, mais qui est rigolo malheureusement contre sa volonté, et qui est très triste à regarder parce que c'est un enchaînement de choses sans que les acteurs savent. Même Sam Neill est assez triste dans le film. Tous les liens qu'on a envie de faire avec ce retour au merveilleux avec Peter Pan ne fonctionnent pas, avec l'idée des enfants perdus, notamment avec le destin du petit garçon. Ça marche pas du tout. Et c'est un peu triste en fait. Voilà, c'est un film triste mais attachant.
dire ça comme ça. C'est un film malade, hein, tout simplement. Alors, du coup, pour essayer de revenir sur tout ce que tu as pu dire... Pardon, oui, j'ai dit beaucoup de choses, excuse-moi. Oui. Non, mais surtout, j'essaye d'emmagasiner tout ce que t'as dit, et du coup, alors, il va falloir que je parle de ça. Mais enfin, je vais essayer de revenir moi-même sur mes notes, en fait, et peut-être, du coup, je vais arriver progressivement à répondre à toutes tes questions. Alors, déjà, pour revenir sur le tournage, tu disais, par exemple, pour l'idée du virus. Alors, en fait, le virus, sans trop dire par rapport au bouquin, c'est une grosse thématique qui est traitée dans le 2e livre de Crichton, en fait. Et c'est lié en fait à tout ce côté dynamique de population et tout. Et en fait, je vais un peu spoiler ça, mais en fait, les dinosaures sont porteurs d'une maladie dans le livre. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils se la propagent par effet papillon entre eux. Et en fait, du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, du coup, ça remet en perspective parfois leur territoire. Et du coup, il y a l'écosystème de Sorna, contrairement à ce que nous dit Spielberg dans sa version à lui, l'écosystème n'est pas du tout stable en fait. L'île et les dinosaures sont constamment à essayer de trouver un équilibre entre chacun. Et du coup, ce que par rapport au personnage qui a inspiré dans le film Nick, du coup, tu sais, le fait qu'il ramène le T-Rex dans la caravane et tout, ce qui fout en l'air leur expédition, mais en fait, ça fout en l'air aussi encore plus l'écosystème, parce qu'en fait, ça regéolocalise encore plus le territoire des T-Rex, ce qui fout en l'air encore plus toute l'île, en fait. Et le virus, c'est pas un virus, mais enfin, pour ceux qui liront le livre, ils verront de quelle maladie il s'agit. C'est des prions. Si je vous dis ça comme ça, peut-être que la plupart ne savent pas ce que c'est, mais voilà, c'est une maladie spécifique qui est en plus très dure à traiter. Et donc, du coup, les dinosaures essayent tant bien que mal à lutter contre cette maladie qui se propage entre eux, en fait. Ok. Et du coup, ça amène du coup à cette réflexion des dinosaures qui luttent contre leur vie malgré que tout est fait pour que, en fait, ils ne puissent pas vivre, en fait. Comme si la nature voulait saboter leur propre existence, en fait. Et en fait, du coup, il y a sûrement eu, du coup, cette idée de maladie qui a été pensée pour Jurassic Park 3, même pour Jurassic Park 4, avant que l'idée de Jurassic Park soit mise en place. Mais du coup, quoi qu'il en soit, du coup, c'était une idée envisagée, en fait, le virus. Et finalement, ça a été délaissé parce que le scénario, d'ailleurs, le film devait à la base s'appeler Jurassic Park Extinction. Oui, c'est ça, tout à fait, oui. Et finalement, du coup, le scénario a été abandonné de ce point de vue-là. Et ensuite, du coup, le scénario a été remanié plein de fois. Normalement, on devait avoir une intrigue sur l'île et en même temps, en parallèle, une intrigue sur le continent. Finalement, par manque de temps, ils n'ont pas pu tourner sur le continent. Du coup, on se retrouve avec un film uniquement condensé sur l'île qui dure qu'1h20. Parce que fondamentalement, c'est pas que le film devait durer 1h20, hein, c'est que le film devait raconter autre chose en parallèle qu'ils n'ont jamais pu faire tourner, en fait. Du coup, c'est pour ça qu'on se retrouve avec un film semi-fait, en fait. L'intrigue, n'est pas intéressante. Enfin, je pense que tout le monde a vu les Jurassic Park. Enfin, ceux qui écoutent le podcast ont vu les Jurassic Park. Mais, si jamais c'est pas le cas, vous avez entendu le synopsis de Romain. C'est pas du tout flamboyant, c'est même, je dirais même pas du tout intéressant, en fait. C'était très dur. En plus, c'était très dur à résumer, hein, parce qu'en fait, il ne raconte tellement rien que c'est très compliqué de résumer, de raconter quelque chose dessus, en fait. Ce qui est triste, c'est que Le Monde Perdu, malgré tout ce qu'on a pu dire de mal, c'est que, en termes de fond et tout, parce fondamentalement, il raconte pas grand chose en termes de scientifique, de philosophie de vie, de pensée et tout ça. C'était un film qui avait quand même un scénario. Ouais, bien sûr. Qui voulait développer l'univers, même si c'était parfois totalement superflu. Genre par exemple, j'ai pas parlé de la Cinco Muertes, c'est un truc qui est abordé dans le livre, mais franchement, on s'en foutait. Enfin, je comprends même pas pourquoi Coep a perdu 1 minute de son temps à nous expliquer ça, alors que concrètement dans le livre, c'est un truc qui prenait un paragraphe. Le genre de travail d'adaptation qui m'échappe totalement. Mais bon, c'est pas grave. Mais ça restait un bon film d'aventure, en fait. C'était un vrai film d'aventure. Voilà. Mais du coup, malgré tout ça, il y avait quand même cette volonté, par exemple, de développer InGen. Ça, c'était intéressant. C'est-à-dire que dans le premier, c'était écrit InGen sur l'hélicoptère. On était du coup potentiellement capable de comprendre que c'était le nom de l'entreprise de Hammond. Et là, dans le 2, on nous le confirme. C'est l'entreprise de Hammond qui, du coup, à cause de l'accident qu'il y a eu sur Sorna avec la gamine, a été rachetée par son neveu. Et du coup, ce neveu veut se rapproprier du coup cette entreprise pour aller relancer le projet d'un parc sur le continent. Enfin, il y avait quand même une volonté de développer le background de l'univers, en fait. Mais là, dans le 3e, c'est triste, c'est que encore à l'heure actuelle, malgré qu'on a dit par exemple tout à l'heure que Fallen Kingdom a réussi à renouer avec l'esprit de tous ces films, c'est-à-dire, je parle en fait de Jurassic Park 1, 2 et 4. Parce que fondamentalement, le 3, c'est encore un électron libre qui ne sert à rien.
Il y a rien d'épique en fait. C'était des films épiques les précédents, et là il y a tout le côté épique est perdu parce que le cadre a l'air complètement. Le cadre rétrécit absolument tout. En fait, tout semble enfermé dans le cadre. Les dinosaures semblent enfermés dans le cadre. Ce qui est intéressant chez Spielberg, c'est que il prenait le temps de te montrer que le dinosaure était tellement grand qu'il pouvait pas rentrer dans le cadre. Donc on t'en montrait des morceaux, la patte, mais on voyait que le dinosaure débordait toujours du cadre. Et là, il arrive cette prouesse à faire rentrer les dinosaures dans les cadres tout le temps. Et ça rétrécit le truc, ça étrique le truc, et tout le côté épique, gigantesque, gigantisme, aventure flamboyante disparaît complètement. Et même l'écosystème que l'on voit sur Sorna, là, il a un côté très étouffant. C'est une jungle très riche, enfin très dense. Mais bon, c'est pas le mot que je voulais utiliser. Mais vous avez compris. C'est pas les espaces dégagés comme on pouvait avoir dans le 2. Là, il y a le parti pris de montrer un écosystème très étouffant. Alors on peut se dire que c'est parce qu'on étudie une autre zone de l'île qu'on n'avait pas vue. On voit notamment par exemple les labos. Ça j'ai beaucoup aimé par contre. Oui, tout à fait, c'est vrai. On voit les labos et d'ailleurs c'est une scène clé du livre de Crichton, donc le 2, que Spielberg n'a pas repris alors que c'est ce qui aurait mené à un début de plein de sujets qui auraient pu être traités après dans le film. Mais dans le film, on nous a dit, visiter les labos de Sorna abandonnés, c'était pas intéressant, apparemment. Donc, du coup, là, on les voit dans le 3. Et c'est vraiment intéressant, c'est que par le biais de la mise en scène, il y a quasiment pas de dialogue dans cette scène, on comprend un peu plus thématiquement, les problèmes éthiques éventuellement qu'il y a derrière ce parc, notamment, vis-à-vis que là, on voit pour la première fois des fœtus mort-né en fait. Oui. Non, je rebondis juste ce que tu disais, c'est que effectivement c'est un petit ajout du lore qui est très discret, qui je pense pas a forcément vocation à le développer beaucoup plus, mais qui, en tout cas pour toi qui aimes la saga, va amener ton imaginaire à un peu plus, on va dire se balader, explorer la diégèse, mais de ton côté, c'est-à-dire que le film ne développe pas, laisse vraiment ça de côté, mais te le dépose comme ça, à toi d'y aller. Et ça c'est pas inintéressant. C'est pas inintéressant, mais c'est surtout que je pense qu'il y avait fondamentalement pas besoin cette fois-ci de le développer là. Tout est posé et on a une phrase qui veut tout dire et qui est pour moi si c'était la meilleure phrase du film, c'est quand Amanda dit c'est comme ça qu'on crée les dinosaures et t'as Alan qui répond comme ça, ben non, c'est comme ça qu'on se prend pour Dieu. Ouais, tout à fait. T'as pas toute phrase pertinente, hyper bien placée et qui veut tout dire. Du coup, tu vois qu'il y a des œufs éclos partout, t'as des morts dans des comment on appelle ça, dans des bocaux. Oui. Tu as des cages. Enfin, à un moment donné, c'est subtil, encore une fois, parce que du coup, on est dans l'action, du coup, on n'y prête pas forcément attention, mais quand le raptor les attaque, on est en fait dans un couloir qui est rempli de cages. Du coup, ça pose encore une fois l'idée que, ils essayaient d'étudier les dinosaures et tout, il y avait beaucoup de cages, du coup, parce que, ils essayaient d'en faire naître plein pour essayer que le parc soit un minimum fiable. On voit des embryons mort-nés, donc on peut se poser potentiellement la question que le rendement n'était pas forcément toujours très élevé. Donc tout ça aurait dû être potentiellement plus développé, mais c'est suffisamment posé pour que personnellement je me dise ouais ça va. Dans le livre c'est beaucoup plus appuyé tout ce que je te dis, hein. C'est littéralement le sujet de la scène, c'est quand Malcolm et ses coéquipiers tombent sur le labo et du coup émettent toutes ces réflexions à haute voix. Et du coup ça amène vraiment une réflexion. Mais là dans le film ils le font pas. Bon, c'est au moins posé. C'est déjà ça. Et puis cet objet de l'idée, parce que c'est quand même tu parlais tout à l'heure de la question de la reproduction qui était fondamentalement effectivement ce qu'il y avait derrière cette idée aussi que la vie trouve toujours un chemin. Là, il y a quand même l'importance des œufs. Alors le problème, c'est que les œufs sont quelque chose d'intéressant, qui font écho d'ailleurs aux œufs que Grant découvrait juste avant la séquence avec les Gallimimus et le T-Rex dans le premier, où il trouvait ses œufs quand il descendait de l'arbre. Et là, il y a tout ce passage avec ses œufs, mais en fait, qui devient une sorte de MacGuffin un petit peu ridicule, en fait, et qui a pas grand sens et qui amène à rien, qui pourrait être porteur de plein d'éléments philosophiques, qui est un écho directement premier, qui est un prolongement de tout ça, mais dont finalement, pareil, c'est un petit peu toujours cette idée, il en fait rien. C'est un MacGuffin. Et c'est très dommage, en fait. C'est un MacGuffin, mais après, comme je l'ai dit, ça permet de développer l'arc, ce que je disais précédemment dans le podcast, ça développe l'arc de Billy, qui est un personnage qui veut fondamentalement bien faire, mais qui fout la merde, et qui, pour le coup, a une vraie rédemption par rapport à son arc, contrairement à Nick dans le 2. C'est Spielberg, je sais pas pourquoi, il laisse en suspens ce personnage, on se demande même si on n'était pas censé le prendre en empathie, en fait. Mais c'est le problème, c'est le seul personnage qui est vraiment intéressant dans le 3, enfin, c'est le seul pour lequel une empathie est vraiment, c'est-à-dire qu'on a une empathie naturelle pour Alan Grant parce que c'est le héros du premier et que ça a ce côté un peu doudou de vouloir récupérer ce héros, cet Indiana Jones, fondamentalement, qu'il y avait dans l'original.
mais ça, il est pas très intéressant, Grant, en fait. Il est pas très travaillé. Là où au début, on te décrit un peu vaguement sa relation avec Ellie Sattler, qui est intéressante, mais après, c'est complètement mis de côté, jusqu'au final, pour être une sorte de payoff un peu ridicule. Mais vraiment, le personnage de Billy, pour le coup, c'est celui qui est certainement le plus sympathique du film, et celui pour lequel on a le plus d'empathie, et on comprend sa démarche. Oui. Bon, même si, encore une fois, je reviens à ce que j'avais dit, c'est que à la fin, il pop dans l'hélicoptère parce que l'acteur a fait son caprice. D'accord. Alors que dans le scénario d'origine, il devait mourir, mais ce qui est plus logique parce qu'il passe de la rivière où il est en train de littéralement se faire becter dans tous les sens par les pteranodons à finalement, ça voudrait dire que le personnage a réussi à survivre à l'attaque, à se laisser aller au courant, à retrouver la côte et à être récupéré par l'armée. Oui, dans l'état dans lequel on le retrouve à la fin. Enfin, ça n'a pas vraiment de sens. Mais bon, puis, effectivement, il pop littéralement parce qu'il y a même pas il y a une sorte d'ellipse bizarre déjà entre le fait qu'il soit récupéré, c'est ellipsé de manière complètement à l'arrache avec ce visuel débile quand toute l'armée arrive sur la plage, c'est ridicule. Et après t'as une ellipse et bim, ça pop à l'intérieur de l'hélicoptère. Lui, on sait pas pourquoi il est arrivé ici. C'est très très étrange. J'ai l'impression qu'il manque tout un pan de récit entre les deux. Eh ben, c'est pas qu'on a l'impression, c'est qu'il manque un pan du récit. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que cette fin est littéralement mise. Là, je pense qu'elle a été improvisée limite parce que il fallait finir le film, parce que le tournage était fini, parce que les producteurs voulaient les sous-sous et que la date de sortie était déjà fixée et que le scénario n'était même pas écrit, quoi. Donc c'est pour ça que on n'a pas cité ma phrase d'accroche pour ce film, mais j'avais dit les raisons d'un échec. Les raisons d'un échec. Fondamentalement, c'est principalement un manque d'inspiration dû à une production trop précipitée. Et là où j'en reviens à ce que je disais par rapport au premier, j'avais posé ça là vite fait parce que ça me resservirait quand on parlerait des suites, c'est que Jurassic Park premier du nom était déjà un film de commande, comme j'avais dit. Le problème, c'est que dans le premier, c'était un film de commande, mais Spielberg avait quand même pris toutes les mesures en main pour offrir un vrai projet bien conçu, bien construit, finement amené. Là, dès le deuxième, tu sens déjà que c'est un film qui est beaucoup moins pris au sérieux par Spielberg, alors que c'est lui-même qui s'est dévoué pour réaliser cette suite, hein, parce que on n'en a pas parlé, mais Joe Johnston, il était déjà dans les cartons de réalisateur pour le deuxième. Et c'est Spielberg qui a tenu à réaliser le deuxième film, et qui l'a rappelé, on va dire, d'une certaine manière, pour le troisième. Déjà, on commençait déjà à avoir des problèmes au niveau de la production. Et là, pour le troisième, tu sens qu'ils ne savent plus du tout raconter, quoi. Mais c'est un film fait pour la thune, point. Oui. Il y a zéro intégrité artistique derrière, quoi. Alors, du coup, pour revenir sur Ellie et Alan, du coup, comme je te disais, c'est que dans le film, on nous dit jamais explicitement qu'ils sont séparés. Dans le sens où, en fait, on n'a pas un dialogue qui nous fait comprendre qu'en gros, après les événements de Jurassic Park, le premier du nom, ils ont voulu couper les ponts et tout ça, mais quand même rester amis, tu vois. Il y a jamais ce genre de truc. Il y a même des dialogues qui me font assez bizarres, c'est-à-dire, par exemple, le moment où t'as Eric qui discute avec Alan et qui lui dit, ouais, vous avez essayé d'appeler quelqu'un, c'est qui? Est-ce qu'elle pourra nous sauver et tout? Et du coup, il dit, c'est la seule personne avec qui j'ai toujours pu compter, je lui dois beaucoup et je pense lui avoir jamais dit. Il n'y a que moi que ça choque quand on parle de son ex de cette manière. Mais non, mais c'est vrai. Et du coup, et c'est là que ça pop dans mon esprit, c'est que dans le premier, leur liaison amoureuse n'était jamais, entre guillemets, réellement montrée. C'est-à-dire que ils s'appelaient parfois chérie, mais c'était pas, on n'a pas de gestes affectueux, on n'a pas d'embrassade ou quoi. Et j'ai l'impression que le 3 essaie de rétro-pédaler sur ce point, parce que comme je disais dans le podcast dédié au premier, Alan et Ellie, dans le livre, sont pas du tout ensemble. Est-ce que dans le 3, ils ont pas essayé de faire du rétro-pédalage à ce niveau-là? Je me demande. Après, c'est pas cette piste-là est pas inintéressante parce que ça ramène à toute la question de la paternité qui est quand même un des thèmes. Si thème il y a dans Jurassic Park 3, la question de la paternité est plutôt intéressante et elle est intelligemment traité, qui fait écho justement à ce qu'il y avait, parce que c'est vrai que les seuls éléments dans le premier qui effectivement posaient l'idée qu'ils étaient en couple, effectivement, c'est qu'il y avait très peu de gestes tendres. Il y avait quand même cette idée où ils discutaient dans la première séquence, quand ils sont sur le lieu des fouilles, avant de retrouver Amande dans la caravane, où ils discutent de toutes ces questions des enfants, et qui lui dit non, que ça pue, ça coûte cher, etc. Et je trouve que finalement, la continuité est pas inintéressante, parce que de proposer le fait qu'ils sont séparés, même si c'est jamais très clairement dit, qu'elle est avec un autre homme, qu'elle a un enfant. Et j'ai même l'impression, même en y repensant, j'ai l'impression que ça faisait des années qu'ils ne sont pas revus. Mais c'est parce ça que aussi. Les deux enfants, parce qu'elle a deux enfants, oui, elle a le petit Charlie, avec qui Alan discute et tout, et elle a un bébé dans ses bras, donc c'est fondamentalement, elle a deux enfants. Tout ce fond-là, en fait, c'est très bizarre, parce que dramaturgiquement,
parce que cette idée de cette famille où il parle du bébé, etc. Enfin, il discute beaucoup avec le petit, etc. C'est fondamentalement du build-up pour le payoff qui sera le duel final avec le Spinosaur. Contre Spinosaur quand il va appeler Ellie et qu'il va se retrouver au téléphone avec ce petit garçon qui regarde un truc à la télé où c'est un dinosaure aussi également. Et c'est anti-dramatique. Noir dans la situation. Mais ouais, mais en même temps, ce qui est terrible, c'est que c'est complètement anti-dramatique et qu'en plus, ça va être renforcé par le second climax, qui est celui avec les Raptors, qui lui est encore pire dans la mesure, et on va revenir sur ce truc-là, dans la question de l'utilisation de l'anthropomorphisme, qui va être pour moi le gros souci de Jurassic World qui va suivre, avec cette idée que les dinosaures discutent, parce que là, on a une séquence quand même assez improbable où les raptors sont filmés lorsque Grant n'a pas la griffe du raptor comme dans le premier, pour qu'il y ait la synecdoque pour rappeler raptor. Là, c'est cette cavité qu'il a récupérée sur un crâne, enfin qu'il a fait modéliser sur un crâne de raptor qui lui permet de communiquer avec eux et qu'il va tester à la fin lors de ce face-à-face final effectivement avec les raptors. Et cette séquence-là est terrible parce qu'on se retrouve avec une sorte de dialogue avec les raptors, mais qui est filmé comme un dialogue humain. Et c'est extrêmement gênant, c'est une scène très cringe, je trouve. Parce qu'on a presque du chant contre chant avec les raptors, c'est terrible. Ah oui, non, mais là, cette scène, elle est indéfendable. Je ne peux rien dire à ce niveau-là. Autant la communication avec les raptors, enfin, même si c'est très basique de vouloir les filmer chant contre chant, entre eux, en train de se parler entre eux, quoi. Dans le premier, il y avait cette communication entre les deux, mais entre les raptors, mais c'est beaucoup plus subtil, quoi. Tout à fait. Là, c'est clairement, on les filme comme des humains, quasiment. Et dans Jurassic World, ça, on atteindra le summum de la stupidité dans le 3e acte, mais on y reviendra. Où les raptors discutent avec le T-Rex, donc oui, c'est vrai, effectivement. Ah ouais, non, c'est Jurassic World. Là, vous voyez, on est un peu salé sur le monde, sur Jurassic Park 3, mais quand on va parler de Jurassic World, Romain peut-être sera plus... Je serais plus nuancé, je pense. Plus nuancé. Moi, personnellement, pour moi, c'est un quasi-échec total. Quasi. Il y a quelques trucs à sauver, mais pour moi, c'était... Maintenant qu'il y a Fallen Kingdom, je relativise, mais avant, si ça devait vraiment être le dernier Jurassic Park, mais enfin pour moi, je le renierais quasiment. Oui, du coup, pour revenir sur la scène de la rivière, qui d'ailleurs est au passage une scène reprise du premier livre. D'accord. Où dans le livre, c'est le tyrannosaure qui attaque Alan, Lex et Tim qui sont dans un canoë. Je dirais presque d'une certaine manière que la scène est plus intéressante dans Jurassic Park 3, parce que dans Jurassic Park, le livre est une scène quasi anecdotique. On en revenait encore à cette idée que je disais par rapport au podcast du premier, c'est que le T-Rex les attaque tellement de fois qu'en fait les péripéties se ressemblent presque l'une à l'une. Celle-là, elle sort un peu du lot parce qu'il les attaque dans une rivière, mais fondamentalement, comme c'est la 10e attaque du T-Rex, au bout d'un moment, t'en as un peu marre, quoi. Oui, c'est Martine à la plage, Martine dans l'eau. C'est un peu ça. Et d'ailleurs, là, je l'ai pas dit, mais la scène dans Le Monde Perdu, tu sais, la cascade. Oui, qui est très très bonne scène. Et voilà, et ben c'est une scène reprise du premier livre où c'est Alan, Lex et Tim qui se font attaquer par le T-Rex dans une cascade. D'accord. Donc, bref, pour revenir du coup sur la scène est plutôt bonne, je trouve. Il y a une certaine tension. Le problème, c'est que la tentative au début d'humour noir sur le fait qu'on joue sur le gamin qui est en train de regarder un dessin animé tout joyeux et en même temps en parallèle les humains qui se font attaquer, ça aurait pu amener une certaine ironie dramatique dans la situation. Le problème, c'est que c'est un peu fait au forcing et c'est surtout pas assez poussé sur le long terme. Il aurait dû, je pense, Johnston, dans cette idée-là, pousser l'idée du gamin qui regarde le dessin animé en parallèle de l'attaque, pousser l'idée plus loin, genre, par exemple le gamin qui se réintéresse à sa mère puis finalement revient vers le dessin animé, enfin jouer vraiment sur l'attente, genre punaise, mais est-ce qu'il va le passer sous téléphone, tout ça, alors qu'ils sont en train de se faire attaquer, de jouer en plus en parallèle que la situation avec le Spinosaure s'aggrave de seconde en seconde. Mais il le fait pas, quoi. C'est en gros, il pose l'idée qui personnellement ne m'a pas vraiment gêné de la tentative de parallèle joyeux terreur, mais qui est pas poussé dans ses retranchements pour être vraiment très intéressante en fait. Oui, parce qu'en l'état, ça casse juste le rythme de la séquence. En fait, c'est juste une sorte de rythme ultra bancal. Et t'as l'impression justement que le montage alterné, les points de montage fonctionnent pas du tout en fait. Et c'est très problématique parce que t'as totalement raison. Hein, ça pourrait être une vraie séquence de suspense. Au sens Hitchcockien du terme pour revenir à ce qu'il y a chez Spielberg précédemment, mais pas du tout en fait. Là, l'idée c'est qu'on est vraiment sur une sorte de montage alterné ironique, mais qui en l'état est vraiment très très mal monté, en fait très mal agencé, et ça ne fait que casser le rythme, d'autant plus qu'effectivement la résolution qui va advenir de cette séquence-là arrive finalement assez rapidement en fait. On n'a pas le temps de s'angoisser pour les personnages quand même. C'est surtout que le gamin passe le téléphone assez rapidement. C'est juste, il regarde, il s'amuse 2-3 secondes et après il repense à nouveau au téléphone.
Enfin, c'est fondamentalement, il y a une idée, mais elle n'est pas poussée dans ses retranchements, genre vraiment de jouer sur l'attente et que le spectateur n'en peut plus de ce montage alterné. Il aurait dû pousser plus loin le raisonnement, mais il le fait pas. Et puis c'est un film qui est justement à ce niveau-là qui est assez peu cruel en fait. Là on disait que dans le deuxième, dans Le Monde Perdu, c'est un film quand même assez cruel, assez violent. Ouais. Là il y a un rétro-pédalage sur la violence qui fait que toutes les morts pour le coup sont totalement hors champ. Elles sont surtout totalement expédiées. Enfin, en plus, oui. Le film se veut, parce que les gens qui défendent ce film, parce que il y a beaucoup de gens qui sont raccrochés à ce film par rapport au fait que c'est un film avec qui on a grandi. Moi, comme je dis, j'ai découvert les 3 films sur le tas. Alors même si même gamin, je trouvais le film nul à chier, principalement à cause de la mort de T-Rex, dont il faut qu'on revienne parce que cette scène est fait polémique, mais pour moi dans le mauvais sens du terme. Ah, elle est terrible, cette scène est horrible. Elle est terrible, mais je pense pas pour les bonnes raisons. Ah mais non, mais elle est molle à chier, et puis encore une fois c'est un combat de dinosaures qui sont filmés cadre poitrine, donc sans aucune dimension épique. Et puis le T-Rex c'est un mythe qu'on nous a assis depuis le premier et le deuxième épisode, et là on en fait une sorte de truc qui se fait briser la nuque en 10 secondes. La séquence est quand même très courte. Il y a ce semblant de jeu qui va ramener aussi au premier avec il me semble avec la carcasse de l'avion, mais qui ne fonctionne pas parce que les animatroniques ne fonctionnent pas. Enfin, c'est terrible. Je trouve que cette séquence est horrible. Donc le revisionnage du film ne t'a pas été... Bah il a été positif à mesure où je suis quand même attaché à ce film-là, mais mon Dieu que c'est pas très bon. C'est comme ça. Mon Dieu que c'est pas très bon. La scène de la rivière du coup est très bonne. Il y a juste le montage alterne au début, que l'idée n'est pas assez poussée pour être réellement intéressante. Il y a aussi la scène de la volière. Alors tu dis que les pteranodons sont malmenés, mais au moins là ils sont exploités. Ils sont exploités. Alors c'est une chaîne qui a été rajoutée d'ailleurs au dernier moment. Je fais partie de ces chaînes rajoutées. Ah ouais? Oui, c'est une chaîne qui a été rajoutée, qui a été réécrite pendant le tournage, il me semble, qui a été assez rapidement. Mais pour le coup, c'est la seule scène que Johnston avait en tête au début du tournage. C'est-à-dire que c'est la seule scène qu'il était sûr de mettre. Donc c'est peut-être aussi pour ça que ça paraît être l'une des scènes clés où il essaye vraiment d'apporter une dramaturgie sur toute sa longueur, et il y a une attente vis-à-vis des pteranodons et tout, par rapport au fait qu'on découvre progressivement qu'en fait on est dans une volière avec la scène du nid, avec ensuite l'attaque du pteranodon dans les petits couloirs. Tout à fait. Ils sont des petits ponts suspendus. Et ensuite l'acharnement que subit Billy, tout ça. Bon, on n'est pas censé savoir qu'il survit en plus après, mais là, à ce moment-là, ça fonctionne très bien. Et ben, ça vient du fait que c'est la seule scène que Johnston s'est dit, bon, dans le film, on va faire ça. Donc, ben, c'est pour ça on sent qu'il est beaucoup plus investi dans cette séquence. Et d'ailleurs, c'est chouette, elle est très chouette, cette séquence-là, pour le coup. Voilà. Et ben, du coup, c'est pour ça qu'on sent qu'il est, parce que c'est l'une des seules rares choses qui ont été préparées. Comme quoi, quand on se lance dans un projet, il faut quand même savoir un minimum où on va. Oui, bien sûr. Je sais pas, ça me paraît un peu évident. Mais et c'est aussi une scène reprise du premier livre. Je sais, je reviens souvent sur les livres, mais en fait, les suites de Jurassic Park, enfin, fondamentalement, ils piochent dans les 2 bouquins là où ça les arrange en fait. Ouais. Et du coup, cette scène de la volière, pour le coup, est vraiment meilleure dans le film de Johnston. Dans le livre, c'est une scène totalement anecdotique où en fait, littéralement, ils rentrent dans la volière, ils en ressortent, et ça n'a eu aucune influence dans le scénario. Elle a une conséquence, alors finalement qui est une conséquence assez illusoire dans la mesure où Billy revient par la suite, mais elle a une conséquence quand même sur la relation entre Billy et Alan Grant, et effectivement sur le parcours de Billy quand même qui clôt son arc narratif. Même si évidemment, narrativement, au sens narratif pur, elle a pas vraiment de conséquences puisque Billy survit. En fait, il aurait été à mon avis bien plus intéressant de le faire mourir, parce qu'en plus je trouve que c'était une fin pour le personnage qui était fondamentalement la question du sacrifice par rapport à l'erreur qu'il avait commise avant. Ça le permettait de le racheter, et je trouvais ça vachement plus intéressant et puis plus radical aussi dans la démarche. Alors du coup, le Spinosaure, fondamentalement l'idée de base n'était pas mauvaise, de vouloir ramener un nouveau prédateur. Pour ceux qui n'ont pas lu les livres, dans le 2e roman, c'est ce que fait Crichton. En parallèle du tyrannosaure et du vélociraptor, il amène un autre prédateur. Je ne dirai pas lequel pour garder un peu de suspense, mais pour ceux quand on va parler des Jurassic Park, ce serait important de vous le dire, l'idée du camouflage est inspirée de ce dinosaure en question qui a cette faculté-là, en fait. Et dans le livre, du coup, ça amène une dynamique intéressante, c'est que ce dinosaure est traité comme un monstre, littéralement, où les autres espèces ont peur de lui, et ce qui ramène encore plus de chamboulement dans ce que je disais, dans l'écosystème, dans le territoire et tout ça.
Et parce qu'il y a une dualité entre les différents prédateurs. Et en fait, du coup, il aurait pu faire ça, Johnston, c'est-à-dire d'imposer un nouveau prédateur dangereux, puissant et tout. Enfin, la mort du tyrannosaure, du coup, fondamentalement, ça aurait dû mener à ça, c'est-à-dire nous montrer que ce dinosaure nous bute tout ce qu'il trouve, même l'icône de la saga y passe. Donc dans l'idée, ça aurait pu être intéressant. Le problème, donc je viens sur le combat et cette mort tragique du T-Rex qui m'a mené à personnellement quand j'étais gamin à renier ce film. C'est pas le fait que le T-Rex meurt. Ça c'est un rapport émotionnel qu'on a fan de la saga qui n'est pas un argument selon moi suffisamment valable pour dire que c'est un problème. Non, le problème c'était que cette mort, déjà ce combat arrive beaucoup trop tôt dans le récit. Alors que c'est censé être, je pense, l'idée qui se cache derrière, c'est d'être la scène pivot du film. Et finalement, elle arrive qu'au bout de la 25e minute, ce qui fait que du coup, tout ce qui arrive après paraît beaucoup plus fade d'un coup. La scène est bâclée. Alors, dû encore une fois à la production, parce que si vous vous intéressez aux bandes annonces, vous verrez que dans cette séquence, à la base, dans la bande annonce, on voit des plans furtifs avec des animatroniques, montrant qu'à la base, il y avait une vraie chorégraphie dans le combat avec des animatroniques notamment. Et dans le film, finalement, on se retrouve avec un combat full CGI bâclé en 30 secondes. C'est quand même le Spinosaure a carrément pris la place du T-Rex sur le logo aussi, hein. C'est un truc qui était déjà posé clairement, c'est déjà une note d'intention en fait. Le logo de Jurassic Park qui a changé est une note d'intention quand même. Ouais, mais tu vois, ça aurait pu marcher. Mais ça aurait pu être intéressant. Ça aurait pu être intéressant si, et j'en reviens toujours à ce côté thématique, que ça serve le fond, un propos du film. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est balancé comme ça dans le film. T'as Eric qui dit à Alan, ouais, si on se rapproche du bord, il y a c'était les gros carnivores. Enfin, il faut pas se rapprocher du bord parce qu'il y a les gros. Ce qui est en totale contradiction avec ce qu'on savait dans le deuxième, où dans le 2, Hammond disait justement que les gros carnivores étaient au centre de l'île. Tout à fait. Donc ça veut dire que, alors, c'est pour ça que ça m'énerve parce que le film ne développe pas, est-ce que c'est une note d'intention, c'est-à-dire que c'était voulu de nous montrer que les territoires ont changé depuis qu'il y a eu l'ajout de ce dinosaure qui plus est, qu'on apprend qu'il n'était pas sur la liste d'Ingen, donc c'est une espèce secrètement introduite dans l'île, donc encore une fois un début de réflexion qui aurait pu être intéressant. Est-ce que c'est lui qui chamboule l'écosystème au point de changer les territoires, qui est encore une fois un thème qui est présent dans les livres, donc c'est fort probable, sauf que c'est tellement pas traité, on peut tout simplement dire, c'est une incohérence. Je pense que c'est même pas, en fait c'est même pas, c'est-à-dire que je pense en tout cas que les scénaristes, alors après ce n'est qu'une interprétation, mais ont été farfouillés dans le bouquin, ont dû prendre 3-4 idées sans se poser la question du fond qui menait à ces idées-là. Ce qui fait que les idées sont posées comme ça, comme des idées de manière purement cosmétique, esthétique, mais derrière il y a rien qui véhicule ces idées-là, et effectivement le Spinosaure apparaît juste pour dire on a eu le T-Rex depuis 2 épisodes, il faut poser une nouvelle menace, donc on va rajouter un truc différent, sans l'amener, on va dire, sur le fond, juste en l'amenant de manière formelle comme ça, de manière brutale. D'ailleurs, c'est intéressant parce que le T-Rex, en plus, juste avant que il y a cette baston avec le Spinosaure, il est vraiment expédié comme ça. C'est-à-dire que le T-Rex arrive comme un cheveu sur la soupe, on sait pas pourquoi il est là. Ils sont poursuivis, ils sont attaqués quelques minutes, quelques secondes par le T-Rex, et il y a secondes après. Voilà, et le Spinosaure intervient, et il y a le face-à-face. Mais le T-Rex n'apparaît même pas comme une menace, en fait. C'est-à-dire que là où tu vas dire, c'est ça. Ce qui fait peur, c'est que le Spinosaure va arriver à terrasser cette menace qu'est le T-Rex. Le T-Rex n'est même pas montré comme une menace, donc ça paraît assez logique qu'il se fasse démonter par le Spinosaure. Ah oui, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de fans qui essaient de se rassurer en disant par exemple que ce T-Rex qu'on voit dans le film, c'est en fait le bébé du deuxième. Il est jeune et donc pas expérimenté. Enfin, on essaye entre fans de trouver des justifications, mais dans les faits, on vient de nous buter l'icône de la saga en 2 secondes sans conséquences. Et c'est ça le problème, c'est que c'est pas le fait d'avoir tué le T-Rex. Le problème, c'est que ça n'apporte rien. Parce qu'il fondamentalement, il fait la même. C'est-à-dire qu'en plus, le fait que ce soit le Spinosaure n'apporte rien de plus, c'est-à-dire que ça va pas changer les séquences, c'est-à-dire que les séquences qui sont posées là, tu l'as très bien dit, le T-Rex s'attaquait déjà dans l'eau dans le bouquin, donc ça ne change strictement rien à la scénographie, à la narration, aux arcs narratifs, aux péripéties qui vont être apportés. C'est un changement, comme on dit en jeu vidéo, c'est juste un changement de skin, c'est juste ça. Ah oui, clairement, mais c'est ça. J'en reviens à notre problème, c'est que le Spinosaure n'apporte aucun fond, et même en termes de forme, il n'a pas de spécificité. Alors si, le côté crocodilien. Et puis il y a le côté crocodilien aussi qui ramène effectivement au crocodile de Peter Pan. C'est juste ça aussi. Et puis effectivement, il utilise ses bras aussi, c'est vrai. Il utilise ses bras, chose que le
le T-Rex n'aurait pas pu faire dans la scène du bateau. Dans le livre, par exemple, il les attaque pas avec les bras, enfin, il attaque avec la mâchoire et tout. Mais, enfin, voilà, on aurait pu trouver d'autres moyens, mais là, du coup, on a les bras et tout, il essaie de les chercher à un moment donné dans la cage et tout, donc ça amène un début de tension qui, encore une fois, n'est pas assez poussé. Mais, fondamentalement, c'est pas le Spinosaure qui me dérange, il a sa propre, visuellement, il est plutôt bien travaillé, il a un rugissement que je trouve très intéressant, oui, c'est vrai. On n'est pas dans le son assourdissant que peut amener le son du T-Rex. On est dans un cri assez particulier, mais qui est assez spécifique à lui, quoi. Franchement, en termes de cri, d'apparence et tout, le Spinosaure ne me pose aucun problème. Le problème, c'est qu'il n'apporte rien au film. C'est un tout petit truc. Moi, le seul moment où je trouve que le Spinosaure est iconisé, parce qu'il faut quand même l'iconiser, le T-Rex l'a été jusqu'à maintenant, ça arrive très tardivement dans le film. C'est-à-dire que moi, le seul plan que je trouve à peu près iconique, effectivement, qui est on va dire, conjugué avec le sound design du Spinosaure qui est plutôt chouette, effectivement, c'est ce moment où tout brûle et que le Spinosaure est éclairé par les flammes à la toute fin dans la scène, dans la flotte, où il est éclairé par ce halo de flammes dans la pénombre dans la flotte, et là pour le coup effectivement il y a un début d'iconisation, sauf que le film est fini et c'est problématique. Et d'ailleurs, et aussi autre point, c'est que je pense que ce qui n'a pas passé chez les fans, c'est qu'il tue la saga, il tue l'icône de la saga, pardon, oui. Mais il n'y a pas de payoff. C'est-à-dire que le dinosaure est vraiment, en plus il n'y a pas d'antagoniste humain dans le film, du coup en fait le méchant fondamentalement c'est le Spinosaure dans ce film. Et il n'y a pas de conséquences, en fait. Du coup, il y a un côté, en plus, vraiment très non satisfaisant, du fait qu'à la fin, on aurait aimé, par exemple, voir le Spinosaure crever et tout ça. Et non. Alors, il a peur des flammes. Il est peut-être légèrement brûlé, mais c'est pas assez appuyé pour qu'on se dise il va mourir de ses blessures. Non, il s'enfuit. Il y a un côté très non satisfaisant, en fait. Et même le film, en règle générale, tu te dis, tout ça pour ça, quoi. Enfin, c'est fondamentalement un film très anecdotique. Et encore une fois, enfin, l'idée du Spinosaure était intéressante, mais elle est mal exploitée. Les vélociraptors à plumes, tu peux te dire, alors du coup, c'est une variante génétique des autres vélociraptors pour nous montrer que là, par exemple, on a un vélociraptor qui est plus proche de la réalité puisqu'il a des plumes. Et donc, du coup, on peut montrer que du coup, ils ont essayé de jouer à Dieu encore plus en essayant de créer différentes variantes des espèces. Mais encore, fondamentalement, c'est pas expliqué. Non, bien sûr. C'est pas appuyé. Et en plus, Alan, au début, il dit une phrase qui est véridique, c'est que ce que John Hammond et InGen ont fait à Jurassic Park, c'est créer des monstres génétiquement fabriqués, rien de plus et rien de moins. Oui, merci Alan de nous expliquer clairement ce qu'on était censé comprendre depuis le premier. Mais j'ai envie de dire, c'est important parce que le deuxième a tellement voulu ancrer les dinosaures comme des animaux de notre époque, qu'il est important de rappeler que ce ne sont pas des animaux de notre époque. Pour le coup, ce dialogue fait du bien. Et c'est pour juste après nous montrer des vélociraptors à plumes, sans nous expliquer pourquoi ils sont à plumes. Et quand tu écoutes dans les interviews, ils disent juste c'était pour coller aux dernières découvertes scientifiques. Et du coup, j'ai envie de dire, c'est contradictoire avec votre propos, en fait. Et c'est triste parce qu'en fait, t'as raison, cette phrase-là est intéressante parce qu'elle raccroche. C'est-à-dire que le 3 a quand même cette idée. C'est marrant parce que quand je l'ai revu, j'ai l'impression que c'est celui qui se veut être le plus proche de l'original, qui est, dans une certaine mesure, conscient que le 2, Le Monde Perdu, a un petit peu dérogé au premier, ou à la ligne que s'était fixé le premier. Donc, je vais revenir aux origines. Mais finalement, il fait tout le contraire à terme. C'est-à-dire qu'en voulant revenir à quelque chose de soi-disant plus proche des découvertes scientifiques, en rappelant Alan Grant qui était le héros, on va dire, dans un premier temps du premier, on veut raccrocher, mais finalement, on ne fait que s'éloigner d'autant plus. Et donc, du coup, comme je disais aussi, je sais plus si j'ai vraiment abordé ce point, le film se veut être un survival où, du coup, en fait, un petit groupe va se faire attaquer et les humains vont disparaître les uns à la suite des autres, ce qui peut, du coup, mettre de la tension. Sauf que le problème, le 3/4 des morts arrivent dans le premier tiers du film. Il n'y a plus de morts après. Et il y a plus de morts après. Et ça, on le sait par rapport au tournage, enfin par rapport aux interviews qui ont pu être faites, Nash et Cooper, les deux mercenaires, ils auraient dû être plus développés à la base. Et même, je crois qu'il y avait un délire comme quoi ça devait être des traîtres qui finalement essayaient en fait de se réapproprier en fait l'expédition. Enfin, je n'ai pas trop compris ça, mais en gros, il y avait une idée à un moment donné que ce soit des traîtres. Finalement, les personnages, comme on dit à chaque fois, problème de production. Les personnages sont bâclés, leurs deux morts arrivent simultanément à 2 minutes d'intervalle dans les 20 premières minutes. Jurassic Park 3 aurait pu être Predator de McTiernan, sauf que Joe Johnston n'est pas McTiernan et que ça se voit, mais ça aurait pu être Predator en fait, c'est-à-dire que ça aurait pu être une relecture avec dinosaures de Predator, avec vraiment ce concept de survival, de jungle qui est étouffante,
dans lequel on ne sait jamais d'où la menace va jaillir. Justement parce que dans les grandes plaines par exemple du premier Jurassic Park, on peut voir la menace venir de loin. Oui. Là, elle peut jaillir de la jungle qui est encore une fois très, on fait pas l'adjectif, mais très luxuriante. Et là, à terme, c'est le survival aussi que ce devrait d'être l'œuvre. Ça fonctionne pas non plus parce qu'effectivement les 3/4 des victimes se font buter, celles qui pourraient être vraiment des menaces pour les dinosaures parce que c'est quand même des mercenaires, donc on considère quand même qu'ils sont résistants, qu'ils ont l'habitude d'être en milieu dangereux. Au début on les montre tester des grosses armes sur des cadavres d'avions, mais ils s'en servent jamais, et en fait c'est ceux qui pourraient être une véritable résistance. Ça ramène un petit peu au commando qu'on verra dans Jurassic World qui se fait massacrer par Indominus Rex, mais on avait vraiment pour le coup une caricature certes, mais une caricature de commando qui se battait, qui ramène à Aliens de Cameron, etc. sur cette séquence-là. Après je te laisse finir. Je te réponds sur ça. C'est pas un semblant, c'est carrément. J'avais pas vu à l'époque quand j'avais vu Jurassic World, j'avais pas encore vu le Aliens de Cameron. Quand j'ai découvert le Aliens de Cameron après, j'ai fait ah ouais non mais je comprends en fait d'où vient la scène. Mais c'était une des scènes que je trouvais originale dans le Jurassic World et je fais je comprends maintenant d'où vient l'originalité de cette scène de Trevorrow en fait. Mais il reprend toutes les gimmicks, c'est-à-dire qu'il reprend l'idée de Owen, c'est Ripley qui fondamentalement dit arrêtez l'expédition, vous jetez dans la gueule du loup. Ensuite, on nous dit, t'as les commandos qui comprennent pas ce qui se passe, t'as le dinosaure camouflé comme les xénomorphes qui sont camouflés et qui proviennent des murs. Et qui ensuite les attaquent les uns à la suite des autres, et on voit leur ligne de vie s'arrêter. Enfin, c'est la même chose. À sa décharge, c'est pas le seul à l'avoir fait, c'est pas le premier, ce sera pas le dernier à avoir pompé la séquence de Cameron, parce qu'ils l'ont tous déjà fait à un moment donné. Tu vois dans Fallen Kingdom, quand Bayona il fait un clin d'œil à Alien, quand t'as le Baryonyx qui arrive dans le conduit, et que t'as le petit bip, mais c'est pas appuyé sur toute une séquence. Après, t'as toute l'idée de la lave et tout qui est originale. Bien sûr. Enfin, c'est un clin d'œil vite fait, et en plus du coup c'est un clin d'œil qui raccorde avec l'hommage entre guillemets, je veux dire un hommage parce que je vais pas le traiter de plagieur, Trevorrow, et du coup même ça il renoue avec les inspirations qu'on pouvait avoir son premier Jurassic World. Oui, non mais je suis d'accord, t'as raison. Et c'est plus subtil. Ah oui, non, c'est beaucoup plus subtil, on est d'accord. Hein. Mais après c'est Bayona aussi, c'est normal, je pense que c'est normal. Encore une fois, quand on va parler de Fallen Kingdom, je suis désolé, mais j'ai envie de dire heureusement que ce film existe. Et ça me fait limite peur de voir que c'est le film qui a été le plus conchié par les fans, quoi. C'est terrible. Oui, non mais c'est terrible, on est d'accord. Alors que Jurassic Park 3 est à mon avis bien plus souffreteux et triste à regarder. Ce film est tellement triste et déceptif. Mais je l'aime bien, c'est ça qui est terrible. Ça reste un bon divertissement, mais c'est un mauvais Jurassic Park, là pour le coup. Là autant je disais que le Monde Perdu c'était pas un très bon Jurassic Park, c'était un film passable, mais en tant que suite c'est pas très intéressant, mais c'était un vrai bon film. Là c'est un mauvais Jurassic Park et c'est un film plutôt moyen, à peine divertissant, et qui fondamentalement, littéralement, si ce film ne s'appelait pas Jurassic Park 3, tout le monde l'aurait oublié. Oui, mais c'est vrai. Mais je vais être plus méchant que toi quand même. Moi je pense que c'est un mauvais Jurassic Park, oui. Et c'est aussi un mauvais film, c'est-à-dire que c'est un mauvais film attachant parce que effectivement il est malade, il est bancal, il est boiteux, il est souffreteux, il a plein de problèmes. Il est attachant parce qu'il y a toujours cette essence Jurassic Park qui fait que j'ai un attachement à cette saga quoi qu'il arrive, même dans ces moments les plus tristes et les plus mal branlés. Mais en même temps, voilà, pour moi ça reste quand même un mauvais film parce qu'il est mal écrit, mal rythmé. Relativement mal mis en scène. Encore une fois, j'incombe pas toute la faute à Joe Johnston qui est pas forcément un mauvais metteur en scène, et il y a quelques coups d'éclat dans le film qui sont pas inintéressants, mais ça reste quand même un film qui pour moi est un mauvais film, un film raté. Je vais prendre plutôt raté parce que mauvais est peut-être... C'est un film raté. C'est un film raté, ouais. Et c'est pour ça que je dis les raisons d'un échec. Les raisons, c'est principalement de production, oui, et aussi de manque de vision globale de l'œuvre et de vision d'où irait la saga, parce qu'encore une fois, ils ont voulu faire le choix avec Le Monde Perdu de Spielberg de se détourner des livres, alors que Crichton, lui, a mené vraiment à boucler définitivement la boucle avec le deuxième. Enfin, concrètement, je disais au début du podcast que je spoilerais pas trop les livres, mais en même temps, je suis un peu obligé de le faire pour appuyer mon propos. C'est que, fondamentalement, déjà de base, Crichton ne voyait pas l'intérêt de faire une suite, et quand il a fait le 2, c'était vraiment pour enfoncer définitivement le clou, de dire maintenant, on ne touche plus à cet univers, parce que de toute façon, il n'y a plus rien à en dire, quoi. Ouais. Il a poussé les réflexions scientifiques dans le deuxième pour rester dans la continuité, mais fondamentalement, la fin amène du coup à ce qu'on savait depuis le premier, c'est-à-dire, mais les dinosaures d'Ingen,
n'ont rien à foutre là. Et du coup, ça devait être les 2 livres fonctionnent en diptyque qui se complètent mutuellement et qui, fondamentalement, t'avais pas besoin de réouvrir vers autre chose parce que les 2 œuvres se complètent. Et le problème, c'est que Spielberg n'a pas voulu faire ça. Il a voulu laisser une porte ouverte pour un éventuel 3, 4, 5. Je sais pas jusqu'où ils vont aller. J'espère, en tout cas, je le dis, je le pose ça maintenant, j'espère que Dominion, ça sera le dernier, et qu'ils vont enfin boucler la boucle une bonne fois pour toutes. Parce que cet univers ne fait que trop s'étaler pour rien, parce que là, on voit fondamentalement avec le 3, c'est qu'ils ont lancé un film juste pour faire de l'argent, et qu'ils ne savent même pas quoi raconter. C'est vide thématiquement, mais c'est pire que ça, c'est vide scénaristiquement, par rapport que même Le Monde Perdu n'avait pas ce problème, quoi. Bah, c'est vrai que les 2 premiers étaient des films d'auteur. Le troisième est un film de faiseur, en fait, de faiseur sans âme. Les 2 premiers, on pouvait leur reprocher un petit peu leur film de commande par rapport à Spielberg, mais Spielberg, il a une vision d'auteur, comme tu dis, qui arrive à mener à que l'œuvre, qu'elle soit réussie ou non, à avoir qu'il y ait une substance derrière, une réflexion. Le Monde Perdu, encore une fois, en tant qu'œuvre, c'est une œuvre très intéressante parce que ça en dit beaucoup sur Spielberg et son état d'esprit de l'époque. Voilà. Donc même sur ça, le film mérite d'exister. Voilà, je pose ça là. S'il y en a je sais qu'il y a beaucoup de fans du Monde Perdu qui me détestent maintenant, mais du coup, Le Monde Perdu, c'est un film fondamentalement qui mérite d'exister et qui avait et qui malgré tous ses ratages avait au moins proposer quelque chose. Réussi ou pas, il proposait quelque chose. Là, le Jurassic Park 3, ça propose des idées, mais encore une fois, c'est encore plus qu'est-ce qui c'est que dans le 2, c'est à composer, quoi. Ouais, c'est ça. Ça brasse du vide pendant 1h30, ce qui est court, mais qui paraît fondamentalement très très long quand on l'écoute, quand on le regarde, pardon.